Здравствуйте, дамы и господа. В эти дни на сцене Большого театра идет балет Марка Спада в постановке, декорациях и костюмах Пьера Лакоты, который сегодня у нас в гостях в «Зеленой гостиной». Уже во второй раз, поэтому мы продолжим нашу беседу более-менее с того момента, где мы остановились в прошлый раз. J'ai dit que nous faisons Marco Spada au plateau du Bolchoï et que nous sommes très ravis d'avoir vous, Pierre, comme notre invité dans cette chambre verte et que nous avons parlé déjà avant un peu et nous allons continuer notre discours de par avant. Alors, vous êtes vraiment lié avec la Russie par plusieurs liaisons, déjà avec Madame Yegorova. Et puis, j'ai compris que vous avez eu de la chance de rencontrer Monsieur Nouriev très tôt dans sa vie aussi. Quand c'était? C'est quand la compagnie, à cette époque, c'était le Kirov, est venue à Paris pour la première fois. Je crois que c'était dans les années 60, je ne sais plus exactement. 11 ou quelque chose. Et là, Nouriev était très curieux. Il avait envie de parler avec des Parisiens, avec des artistes. Et quand nous l'avons vu, il y a une réception pour honorer la compagnie au foyer de la danse à l'Opéra de Paris, Garnier. Et j'étais avec Claire Motte et Claude Bessy et j'ai dit, regardez ce garçon, il n'est pas comme les autres, il a les cheveux coupés courts, il a une cravate, il a l'air d'être tout à fait différent. Et tout d'un coup, cette personne a commencé à nous regarder et à sortir du groupe où il était et traverser derrière pour venir nous parler. On dit, mais c'est pas croyable, je crois qu'il n'a pas le droit de faire ça. Alors il nous a dit, je vous reconnais, etc. Quelle langue, je me demandais? En anglais. En anglais. Et il parlait bien anglais déjà. Oui. Alors il a commencé à parler, il a dit, j'aimerais bien sortir avec vous. Alors Claude Bessy a dit, mais il faut demander l'autorisation à Sergueïev. Alors on a été voir Sergueïev qui a dit, ah non, je peux pas, et tout ça. Alors Claude a dit, mais enfin c'est à la maison, vous me connaissez, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Rien de... C'est un dîner, venez vous aussi si vous voulez. Non, non, je peux pas. Bon. Alors après il a dit, bon, si vous voulez, on va... mais il faut qu'il vienne avec quelqu'un. Alors il est venu avec Solovyov. On est sorti dans la rue, et Rudolf était très curieux, il voulait tout connaître, tout... les musées, il parlait des impressionnistes, il parlait des musiciens français. Enfin, il avait une culture déjà, mais une curiosité terrible. Et Solovyov aussi restait avec lui? Oui, Solovyov ne parlait pas du tout. Ah. Il était très discret, très timide, mais Nouriev, il parlait pour deux. Et à un moment, il me dit, mais pourquoi les Français, vous courez dans tous les sens? On a l'impression que vous êtes énervé, que vous ne savez pas où vous allez aller. Alors, Claire Motte n'avait pas compris, j'ai traduit en français, mais elle m'a dit, mais il est bizarre, parce qu'il arrive, on l'invite, il commence à dire du mal de la France. J'ai dit, ça c'est comme ça, c'est une nature curieuse, mais bon. Et on a passé une bonne soirée. Et après ça, on l'a raccompagné à l'hôtel, et il était tout d'un coup très triste. Et il a dit, j'ai passé une bonne soirée, mais on ne se reverra pas. Mais si, on va se revoir, si vous voulez, on va se revoir. Oui, on dit ça, mais je connais les problèmes pour moi, et peut-être aussi pour vous. J'ai dit, nous, on n'a aucun problème, si vous voulez qu'on... Mais j'aimerais voir les musées avec vous, j'aimerais... On dit, on le fera. Il est sorti de la voiture, il est resté comme ça, fixe. Alors, Claire Motte a tendu une boîte de bonbons. Il a dit, j'en prends un, comme ça je pourrai prendre les autres plus tard, si on se revoit. Et donc on l'a revu. Moi, j'étais assez libre à ce moment-là, et je l'ai amené dans les musées, Et quand on est arrivé, il voulait voir la Sainte-Chapelle, à côté de Notre-Dame à Paris. Et il est rentré, alors il a vu les vitraux, tout ça. Et il m'a regardé, il fait, c'est ici que je voudrais vivre. Je dis, c'est pratique, une église, c'est pratique. Enfin, c'était amusant, parce qu'après, il a voulu aller à Versailles, je l'ai amené à Versailles. Après, il a voulu voir West Side Story, et alors il dansait dans la rue, c'était très très drôle. Et après, il a voulu voir Ben-Hur, le film qu'il n'avait jamais vu, avec Charlton Heston. Et pendant le film, tout d'un coup, il s'est mis à crier, les Américains sont tous des assassins. Mais j'ai dit, c'est un film historique, c'est pas une histoire américaine. C'est romain, ça n'a rien à voir. Et il criait, il s'énervait. Alors je l'ai pris, j'ai dit, maintenant, je sors dans la rue, pas de scandale au cinéma. Et puis on s'est vu, il a commencé à me dire, mais est-ce que vous avez déjà dansé le spectre de la rose? J'ai dit, oui. Vous voulez me montrer la chorégraphie? Quand vous voulez. Alors je lui ai appris le spectre de la rose. Et à un moment, Déjà là-bas, première fois? Oui, tout de suite. Alors il m'a dit, mais... voilà, je fais. Et j'ai arrêté, j'ai dit non, Rudolf, c'est pas de ce côté-là. Ne coupez pas mon inspiration. Mais j'ai dit, on n'en est pas l'inspiration, on apprend un ballet. Alors déjà, il avait un caractère très volontaire. Et puis on sort, et un soir, il dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais boire un café, un Coca-Cola et un jus de fruits. Alors Claire Motte me regarde et me dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on dit enfant gâté en anglais? Je dis, spoiled child. Alors il était furieux, il a fait la tête, il parlait plus. Parce qu'on avait traité d'enfant gâté. Non, mais enfin, c'était très sympathique. Et une autre fois,
il voulait connaître des Français qui étaient du tout Paris. Alors j'avais des amis qui avaient une collection de tableaux fantastiques. Ils avaient des Rembrandt, ils avaient des Flamenc, des Rouault, des Renoir. Enfin, alors il est rentré, il a dit ça, c'est un Renoir. Il connaissait la peinture. Il connaissait déjà la peinture, très bien. Et on lui dit, est-ce que vous voulez aller à un concert? Oui, mais les Français, vous n'êtes pas très musiciens. Il paraît qu'après le premier mouvement, vous applaudissez une symphonie. Je dis, moi, j'ai jamais vu ça. Si, on m'a dit. Alors, on l'emmène au concert à Versailles. Et on commence un concerto de Mozart. Et tout d'un coup, après le premier mouvement, les gens applaudissent. J'avais jamais entendu. Alors, il m'a dit, vous voyez? Ah ben, j'ai dit, oui, mais je vois, c'est la première fois. Oui, non, j'avais raison. Il avait toujours raison. Et puis on a continué à sortir. Il a voulu que je lui parle des ballets que je connaissais, de Marius Petipa, les chorégraphies plus anciennes que ce qu'il connaissait. Et par exemple, le Lac des Cygnes, qui était l'adage du deuxième acte, ils étaient 3 normalement. Il y avait le prince, l'aide de prince et Odette. Et c'est Igorov qui vous avait appris ça? Oui, Igorov m'avait montré tout ça. Bon, alors on a parlé de tout, les ballets, on a montré, et puis les spectacles ont commencé, et c'était... quand je l'ai vu la première fois, je ne l'avais pas vu danser, on avait parlé seulement. Et il me dit, est-ce que vous pouvez venir voir la classe demain? Je dis, oui, mais on ne se parle pas. Moi, je dis, bon, j'ai pas raison de parler. Alors, je suis voir la classe. Kolpakova m'a fait asseoir, c'était Doudinskaya qui donnait la classe, et j'ai regardé. Et tout d'un coup, en regardant Nureyev, j'ai dit, oh là là, il a une volonté. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à danser, mais avec force, avec virtuosité. Il était tout jeune. Et après, on s'était donné rendez-vous dans un bar pour parler. Alors il est arrivé, il m'a dit alors. J'ai dit alors quoi? Comment alors? Vous m'avez vu danser, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, vous voulez des compliments? Non, je veux la vérité. Alors j'ai dit, la vérité, c'est que si vous dansez comme vous avez dansé au cours, vous allez avoir un triomphe. Mais il faut danser comme ça, pas plus faible. Il m'a dit, d'accord, je ferai ça. Et c'était l'acte des ombres de la Bayadère. Alors le soir du spectacle, j'étais au premier rang avec Claude Bessy et Claire Motte, et une amie qui s'appelait Clara Saint, qui était fiancée au fils de Malraux, d'André Malraux, qui était ministre de la Culture. Et le spectacle a commencé, il est arrivé sur scène. J'ai dit, mon Dieu, il va faire un malheur s'il avait une envie de danser, de conquérir Paris. Et il a fait un solo, qui était un solo emprunt, pas de la Bayadère, mais du Corsaire. La variété qu'il avait fait introduire là. Et il a eu un triomphe. Alors après, on est monté sur scène, et j'ai vu que Doudinskaya et Sergueï ne voulaient pas qu'on lui parle. Et lui, on lui disait de partir, et lui voulait nous parler. Et j'ai senti qu'il y avait une tension. Et un jour, il m'a dit, on me dit de ne plus sortir avec vous tous, que j'ai pas le droit. Mais je veux sortir quand même. J'ai dit, Rudolf, si c'est pour faire des histoires, non. Mais vous voulez que j'aille demander encore l'autorisation? Non, ils sont contre, ils veulent pas. Alors j'ai dit, on va arrêter. Non, si vous arrêtez, ça veut dire que vous n'êtes pas amis. J'ai dit, mais moi, ce que je veux, c'est que vous n'ayez pas de problème. Et chaque fois qu'on sortait, il y avait le KGB qui suivait derrière, qui voulait voir où on allait, où on sortait, etc. On ne faisait rien de bien grave. On n'a jamais parlé politique ni rien, uniquement artistique. Musique, danse. Et vous voyez ce mec toujours derrière? Oui, toujours. Et puis est arrivé le jour du départ. Alors là, c'est très drôle ce qui s'est passé. C'est que je lui dis, je téléphone demain pour savoir. Je téléphone à l'hôtel et je l'ai au téléphone. Et je dis, comment ça va? Il me dit, je suis très fatigué. Alors je dis, est-ce que je viens à l'aéroport? Parce que Claire Motte était partie en Espagne avec le ballet de l'opéra. Ben écoutez, vous faites comme vous voulez. Mais je dis, mais si ça vous fait plaisir, oui, ça me fait plaisir. Mais on ne peut pas savoir comment ça va se passer. On ne peut pas savoir d'avance comment les gens vont réagir. Bon, ben j'ai dit, je viens. Et je suis venu. Mais chose drôle, pourquoi? J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai enregistré la communication. Et j'ai cet enregistrement où je lui parle et il me dit... Vraiment? Ah oui, j'ai gardé ça. Bon. C'est drôle, pourquoi j'ai fait ça? Je sais. Et vous êtes venu, c'était Orly? Oui. Alors je suis arrivé... Non, Bourget. Alors je suis arrivé à Bourget et Doudinskaya, Sergueï, bonjour, comme si tout était merveilleux. Alors est-ce que vous venez à Londres voir Gisèle avec Nureyev? Je dis oui, je vais avec Kolpakova. Oui, je vais venir. Ah, c'est gentil, merci. Et on a pris un verre, il était là lui aussi. Et puis tout d'un coup, je vois, Sergueï va lui parler, et je le vois qui devient gris. Comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit,
c'est une catastrophe, ça y est, je retourne en Russie, je ne vais pas à Londres, donc je suis condamné à ne jamais plus sortir de Russie et ma carrière, c'est terminé. Je dis, mais c'est pas possible. Alors j'ai été voir Sergeyev et j'ai dit, écoutez, s'il a une punition et qu'on lui reproche d'être sorti avec moi et les autres, moi je veux signer un papier comme quoi on n'a jamais parlé ni politique ni rien, c'était uniquement des relations artistiques. Mais non, il vous raconte n'importe quoi, c'est pas vrai, sa mère est malade, il va aller à Moscou, il va la voir à Oufa, et il revient à Londres nous rejoindre. Et Nourieff me dit, c'est des mensonges, c'est pas vrai, je vais là-bas, on va me mettre dans une petite ville de province, et jamais plus je vais sortir. Alors je veux quitter, trouver une solution, je veux partir, je veux rester. Je dis, quelle solution je peux trouver? Et ne sortez pas de la pièce où on est en ce moment, parce que si ils vont me mettre en transit, et en transit, je serai de la zone internationale, donc je ne peux plus partir. Alors j'ai dit, moi, rester avec lui et faire quelque chose, comment je vais agir? Alors, il me regardait, il espérait. Alors, Lombroso, tous les gens, Janine Ringuet, tous les gens qui travaillaient pour la Russie, me disent, écoutez, monsieur Lacote, soyez gentil, il espère quelque chose, ne restez pas, regardez comme il est triste, il est nerveux, vous ne pouvez rien faire, vous savez bien. Mais j'ai dit, non, j'ai pas l'intention, je ne voulais pas surtout pas dire que je voulais faire quelque chose. Et puis, il y a un monsieur à côté de moi, qui me regarde, que je ne connaissais pas du tout, qui me regarde et il me dit, je peux faire quelque chose? Je dis, mon Dieu, je suis sauvé. Alors, j'ai pris mon crayon avec un morceau de papier et j'ai mis le téléphone de Clara Saint. Et j'ai dit, dites qu'elle vienne tout de suite. Mais je n'ai pas donné le papier dans la main. J'ai fait semblant que ma chaussure n'allait pas. Je suis descendu avec le petit mot que j'avais roulé comme ça. J'ai mis sous mon pied. Il a approché son pied. J'ai poussé mon pied près du sien. Et puis j'ai regardé Nourieff, on n'a pas regardé mon pied. Lui s'est baissé, sa chaussure, il a pris, et il ne revenait pas. Alors il revient et puis il me dit, c'est occupé, je ne peux pas obtenir le numéro, c'est occupé. Et je dois partir. Je pars je ne sais plus où il part, en Italie je crois. Je ne peux pas rester. Je dis, ça y est, c'est fait, que faire? Et la pendule tournait et Nourieff me regardait toujours. Bon. Et tout d'un coup je vois Jean-Pierre Bonnefou, qui était venu aussi. Et Jean-Pierre vient près de moi, il me dit, quelle catastrophe, Nourieff, il va partir, c'est fini pour lui et tout. Je dis, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, voilà le numéro de Clara Saint. Clara Saint vienne immédiatement. Alors, il a lu la même chose, il n'arrivait pas. Je voyais la pendule qui tournait. Et Rudolf, qui transpirait, qui pleurait, c'était horrible. Et toute la compagnie est partie à Londres. Lui a dit au revoir. Il y en a qui étaient contents, il y en a qui pleuraient. Osipienko était très triste. Mais les autres trouvaient que c'était normal qu'on le punisse parce qu'il était insupportable. Il avait beaucoup de jalousie. Alors la campagne est partie, lui, il reste. Et il reste toujours dans la colonne. Alors, il me dit, monsieur Lacote, sortez. Alors j'ai dit, Rudolf, je vais... Non, reste. Si vous sortez, c'est fini, ils vont me mettre en transit. Alors je suis resté. J'ai dit, écoutez, je ne fais rien de mal. Il a envie que je reste, je reste. Bon. Et enfin, je vois Clara, après une demi-heure, Clara Saint qui arrive avec des lunettes noires, un foulard sur la tête. Et elle arrive derrière moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, vite, un policier qui parle français. Mais vite, parce que c'est peut-être dans 5 minutes, ça sera trop tard. Alors elle est partie en courant, personne ne l'a reconnue. Et elle est arrivée derrière elle m'a dit, ça y est, le policier est juste derrière moi. Il faut qu'il dise simplement en anglais, I want to be free. Et tout va marcher. Alors j'arrive vers Janine Ringuet et Lombroso. J'ai dit, je vais partir, il faut lui dire au revoir. Allez lui dire au revoir. J'ai dit, je ne peux pas. Tout le KGB est autour de lui. Ouvrez tout ça. Il était sur... Alors on a ouvert, assez grand, pour que je puisse rentrer dans le cercle. J'ai pris Rudolf, et puis t'en vas pas. J'ai dit, tout est arrangé, vous allez dire, embrassez Clara, et derrière Clara, il y a un policier en civil, et vous criez, I want to be free. Et tout est fini. Vous êtes sûr? Et il tremblait, il me dit, mon Dieu, quelle horreur, est-ce que c'est sûr? J'ai dit oui. Alors je l'ai embrassé, il est allé embrasser Clara, et il a crié, I want to be free. Et tous les policiers français sont arrivés, et ça a été la bagarre avec le KGB et tout. Et là, c'était... Alors, je suis rentré à la maison, et à la maison, quand je suis arrivé, devant la maison, il y avait les KGB qui attendaient pour voir où était Nourieff. Mais il n'était pas chez moi, bien sûr. Mais ils m'ont suivi en voiture. Alors, moi, j'ai téléphoné à la police, j'ai dit, je veux un garde du corps. Bon, monsieur, on vous envoie un garde du corps. Et comme ça, on m'a préservé, et j'avais des téléphones avec Clara Saint, et je savais où il était, j'ai été le retrouver, et il disait, ma mère, c'est terrible, qu'est-ce qu'elle va penser? J'ai quitté mon pays, c'est très grave et tout. Mais ce n'était pas décidé d'avance. Si on avait décidé, c'est ce que j'ai dit après, si on avait décidé, c'était tellement simple, tranquillement d'aller à la police.
Mais pas à la dernière minute à l'aéroport. C'est parce qu'ils ont fait ça qu'il est parti. Parce qu'il n'avait jamais l'intention de partir. Jamais il nous a dit. C'est quand il a entendu de Sergueï et Fedodinska qu'il est obligé de revenir à la maison. C'est là qu'il a décidé. Ça a été fait. Alors voilà. Et alors après, il est resté, naturellement, ça fait un scandale de presse. La presse est venue, les grands journaux parisiens m'ont dit, voilà, monsieur Lacote, on vous donne beaucoup d'argent, dites-nous où il est. J'ai dit, je ne veux pas un sou, et je ne vous dirai pas où il est. Et bon, on va écrire des choses contre vous. Bon, j'ai dit, écrivez ce que vous voulez. De toute façon, moi, je ne suis pas là pour faire des problèmes ni d'argent, ni autre. Et là, il a commencé de travailler dans le marquis de Cuevas. Et quand c'était votre Il n'avait pas de chaussons. Il n'avait plus rien, tout était dans les valises. Et je lui avais donné des gravures. Les valises sont parties. Et c'est Dudinskaya qui a tout récupéré. Les photos avec lui, je lui avais donné des gravures de danse anciennes et tout, parce qu'il voulait ça. Bon. Et il n'avait pas de chaussons. Alors j'ai donné des chaussons à moi, qui avaient des dessins dessus. Et ça m'amuse, quand je vois les photos, il avait, pour les répétitions, après il a eu ses chaussons, bien sûr. Et j'ai été voir les spectacles, bien sûr. Et quand c'était votre première collaboration artistique, après? Oh, c'est beaucoup plus tard. Parce qu'après ça, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu voir tous les spectacles, et un jour, je sortais avec lui, et il me dit, voilà, il paraît qu'on fait un film sur Nijinsky, j'aimerais bien savoir qui est le producteur, j'aimerais faire ce film. Ben, je vais tâcher de savoir. Et j'ai un ami anglais qui me téléphone, un certain producteur, justement, qui s'appelait Monsieur Sutro, John Sutro. Et il me dit, Pierre, j'aimerais bien venir, je viens à Paris, on ne peut pas déjeuner ensemble, ça me ferait plaisir, ma femme aussi veut vous voir. J'étais très ami avec eux. Alors on a déjeuné, et au cours du déjeuner, j'ai dit, John, il paraît qu'il y a un film qui va se faire sur... puis je sentais qu'il riait. Il me dit, oui, je sais, c'est moi qui fais le producteur. J'ai dit, John, il y a Nureyev qui est extraordinaire, il veut faire ce rôle, je crois que c'est une opportunité merveilleuse. Il ne connaissait pas Nureyev, Alors j'ai demandé des places, et ils sont venus voir le spectacle. Et c'est le jour où il y a eu un gros scandale, où on l'a sifflé, on a envoyé de l'argent, vous avez entendu parler de cette histoire. Il dansait l'oiseau bleu, pas le rôle principal, mais l'oiseau bleu. Et tout Et c'était chez Cuevas, c'est ça? C'est la campagne de Cuevas? De Cuevas au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et là, on lui a acheté de l'argent, ils ont crié. Tout le Parti communiste avait fait une chose contre lui. Et on n'entendait plus l'orchestre, il a dansé sans musique. Mais alors, dans une énervée comme tout. Et donc, John Sutro était avec moi et sa femme. Et j'avais prévenu Nureyev l'après-midi qu'on ne viendrait le voir dans sa loge après. Et j'arrive dans les coulisses et Raimondo de Larain, qui était directeur, qui était le neveu du marquis de Cuevas, me dit, il n'est pas question, il faut pas... Qu'est-ce que ces gens viennent faire? J'ai dit, ils veulent voir Nureyev. Ah non, Nureyev, c'est pas... Il faut discuter avec moi. J'ai dit, je suis désolé, Raimondo. Il a quitté la Russie pour être libre. Si tu commences à faire ça, à t'occuper, et lui ne peut pas parler, il ne va pas rester dans la compagnie. Alors, Rudolf était tellement énervé qu'il n'est même pas venu, et mes amis ont dit, monsieur, on ne discute pas avec vous, parce que vous êtes mal élevé, et on laisse tomber le problème. Moi, je ne supporte pas qu'on parle comme ça à monsieur Lacote, c'est un ami, alors au revoir. Et on est parti. Et après, il y a eu un article dans la presse, où on a dit que la marquise de Cuevas, la Rockefeller, a dit qu'il ne faut pas que Nureyev parle avec Pierre Lacote parce qu'il est de mauvaise influence pour lui. Ah, Nureyev ne m'a plus parlé. Pendant 5 ans, j'ai pas un mot. Ni bonjour, ni au revoir. Et je dis, mais je rêve. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour avoir... Merci, mais qu'il ne me parle plus, j'ai trouvé ça beaucoup. Je dis, la vie est comme ça. Après tout ce que vous avez fait aussi. Oui, c'est incroyable, mais c'était comme ça. Et puis un jour... Alors Guylaine, entre-temps, était rentré à l'opéra, on avait fait la Sylphide, tout. Et un jour, Rolf Lieberman me téléphone à la maison, me dit, Pierre, est-ce que vous pouvez venir tout de suite, je voudrais vous parler, c'est urgent. Bon, j'arrive. Il me dit, voilà, Nureyev vient de sortir du bureau, et il veut danser la Sylphide, mais il a dit, Pierre n'acceptera jamais, car on ne se parle plus. Alors j'ai réfléchi, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire, me dit Rolf. Alors j'ai dit, Rolf, moi, c'est vrai qu'on ne parle plus avec Rudolf, il a un caractère terrible, mais c'est quand même un grand artiste. Alors qu'il me dit, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, je propose que je suis d'accord, à condition qu'il travaille pendant 1 mois tous les jours avec moi et Guylaine, parce qu'il voulait danser avec Guylaine, et qu'il ne change ni la chorégraphie, ni les costumes, ni rien. Et comme ça, d'accord. Mais autrement, non. L'après-midi, je vais répéter quelque chose à l'opéra, et Rudolf arrive dans l'autre sens. Généralement, il passait en tournant la tête, et là, il me regarde, il me prend par les épaules, il dit, bonjour Pierre, là, il me reconnaît. Alors il me dit, tu es au courant de ce que j'ai demandé?
J'ai dit oui, et toi, tu es au courant de ce que j'ai demandé? Oui. Je suis d'accord, je travaille pendant un mois et je change rien. Alors il me dit, quand est-ce qu'on répète? Ben, j'ai dit, quand tu veux. Demain, eh ben demain, on répète. Et on a répété, et ça a été fini, on est redevenus amis comme... Mais on n'a jamais parlé de rien. Et il a dansé la sylphide, et il a tellement aimé danser la sylphide qu'il m'a demandé de le danser à Rome. Je l'ai monté à Rome, à l'Opéra de Rome, et après il me dit, je veux aller à New York avec ce ballet. Et il a téléphoné partout, et c'est avec le Boston Ballet qu'il a trouvé la possibilité d'un contrat. J'ai été remonter la sylphide à Boston d'abord, et on est allé à New York, et on a fait le spectacle. Et là, il a dansé avec Guylaine aussi? Il a dansé avec Guylaine, bien sûr. Et c'est dans ce moment-là, quand vous avez commencé de parler de Marco Spada? Exactement, oui? après, c'est ça. Et Marco Spada, d'où c'est venu cette idée? L'idée, c'est la direction du théâtre de Rome, c'était l'anniversaire de, je ne sais plus, centième anniversaire de la mort d'Aubert, ou 150e anniversaire. Et le directeur de l'Opéra de Rome m'a téléphoné, m'a dit, Monsieur Lacote, voilà, on sait que vous remontez les vieux ballets très bien. Est-ce que ça vous intéresse de venir à Rome? Marco Spada. Je dis, Marco Spada, je ne connais pas. On vous envoie la musique, écoutez. Et j'ai écouté la musique avant de partir à New York, et j'ai trouvé la partition magnifique. Donc j'ai dit, d'accord. Alors, voilà, on m'a expliqué les rôles et tout. Alors j'ai dit, ben, je vais prendre Guylaine, Carla Fracci, et puis, comment s'appelait le danseur anglais? Ah, Anthony Dowell. Anthony Dowell, j'ai dit, il sera très bien. Alors on discute de tout ça. Et puis quand Nureyev m'a dit qu'il voulait le faire, et qu'il m'a écrit le morceau de papier, je vous ai raconté l'histoire. Oui, après le spectacle. Pas pour les gens, racontez. Alors, après un des spectacles de la sylphide à New York, Rudolf, qui faisait jamais ça, nous invite à dîner. On arrive dans un restaurant, et il me dit, qu'est-ce que tu fais après? Ben, je dis, je vais monter Marco Spada à Rome. Qu'est-ce que c'est Marco Spada? Raconte-moi l'histoire. Je lui raconte l'histoire. Je voyais qu'il était intrigué. Il me dit, mais c'est un rôle pour moi, ça, c'est un rôle. Ah. J'ai dit, oui, mais pourquoi tu ne me le demandes pas? J'ai dit, Rudolf, tiens, un jour à New York, un jour à Londres, un jour en Australie, comment je peux faire une création avec un interprète qui n'est pas là? Je ne peux pas. Et si je te signe un papier comme quoi la nappe était en papier, il a déchiré un morceau de nappe et il a marqué. Malheureusement, j'ai perdu le petit bout de papier. Moi, Rudolf Nureyev, suis d'accord pour travailler pendant un mois à l'Opéra de Rome pour danser Marco Spada. Alors j'ai téléphoné à la direction de l'Opéra de Rome, qui m'ont dit, bon, bah d'accord, on prend Nureyev. Et là, vous avez travaillé après à Rome pendant un mois et demi, tous les jours. Et c'était un triomphe? La première de Marco Spada? Très gros succès, très gros succès. Mais il était extraordinaire. Et il aimait ce rôle beaucoup. Mais c'est un rôle très important, double, aristocrate et bandit, et il a adoré faire ça. Et en plus, la mort, dramatiquement parlant, il trouvait ce personnage très intéressant. Et on a travaillé dans la bonne humeur, et ça s'est très bien passé. Et après, quand il est rentré à l'opéra comme directeur, il m'a dit, première chose que je veux, c'est monter Marco Spada. Alors on a monté Spada. Mais il n'y avait pas d'argent. Alors il a loué les décors et les costumes à l'Opéra de Rome. Et on a donné 20 spectacles. Et après, les décors et les costumes sont partis, et il n'y avait plus d'argent dans le budget pour refaire Marco Spada. Et il était furieux. Mais il était content, il avait dansé. C'est ça qu'il voulait à Paris. Et alors après, moi je l'ai monté à Monte-Carlo, à Nancy, et puis voilà, maintenant, ça arrive au Bolshoi. Et maintenant, nous sommes les seuls qui jouent ce spectacle. Ah oui, ça, vous avez l'exclusivité. Vous avez changé quelque chose pour nous? Oui, j'ai rajouté des solos, j'ai rajouté des personnages pour que toute la compagnie puisse danser, et un peu plus de musique aussi, et ça a été une grande joie. Mais j'ai refait les décors et les costumes comme c'était à Rome, la même chose. Et comment vous avez trouvé les nouveaux interprètes du Bolshoi? Magnifique. J'ai une chance incroyable, parce que c'est un ballet où il y a 5 premiers rôles, et j'ai 5 pour le spectacle que l'on va filmer. Les autres sont très bien aussi, mais ça, 5. Alberg dans Marco Spada, extraordinaire. Sa fille Angela Obrazova, qui est magnifique. La marquise, c'est Smirnova. Choudine Federici. Et Igor Svirko, que j'ai trouvé dans le corps de ballet très bien, fait le rôle de Pepinelli, du chef des dragons. Et là, j'ai vraiment une chance formidable. Et là, ce fois-là, quand vous avez fait Marco Spada, c'était la chorégraphie de Masillier. Dans quelque sens, rien ne reste pas. Mais quel était le langage de Masillier? Masillier, il a fait tous les grands ballets classiques. Après, c'est lui qui a fait le Corsaire, qui a fait Paquita. Et c'était le partenaire de Marie Taglioni. Il avait créé avec elle la sylphide à l'Opéra de Paris. Donc c'était un vocabulaire que je connaissais bien, mais il restait rien.
Là, j'ai tout refait, toute la chorégraphie, les décors et les costumes d'après des documents, mais j'ai tout refait. Est-ce que vous pensez que pour les connaisseurs de la danse, on peut préciser la différence, par exemple, de Mazilier et de Petit Pas? Oui, je peux faire ça, parce que Mazilier avait beaucoup d'intérêt pour la pantomime. Petit Pas aimait surtout la chorégraphie. C'était pas un grand mime, Petit Pas. Même quand il a dansé, on disait qu'il était un bon danseur, mais qu'il n'était pas un grand artiste. C'était surtout un musicien, et il avait le sens de la chorégraphie des ensembles et des solos, de l'évolution de tous les adages et toutes les merveilleuses choses qu'il a montées. Alors ils étaient très différents parce que Mazilier voulait que le danseur soit un interprète. Première chose. Donc c'est pour ça Marco Spada, c'est un grand rôle. Le Corsaire, c'est pareil. Paquita, c'est un rôle dramatique avec un personnage fort. Et la différence, c'est pas tellement dans le langage, c'est dans la conception. Mais c'est la même école, bien sûr. Et est-ce qu'il y a quelque chose que l'école russe rajoute à ça quand vous faites ça ici? Oui, l'école russe, elle rajoute la chose la plus importante, c'est le cœur. Parce que la Russie a quelque chose de merveilleux pour moi, c'est que c'est un peuple qui est profond, qui est très intelligent, qui a une forte personnalité, qui a le sens de l'humour comme aucun pays, et qui sait aimer. Quand un Russe vous aime, quand un Russe est ami avec vous, je sais que c'est pour toujours. Donc quand on travaille avec eux, qui savent qu'on les aime et qu'on veut être avec eux pour un travail artistique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu beaucoup de chance dans La Fille du Pharaon, parce que j'ai travaillé avec Sakharova, avec également Nina Anachvili, avec Féline, avec Alexandrova, et tout ça, ça a été une bonne expérience. Et cette fois-ci, là, c'est encore le paradis. Et pour vous, bien sûr, la Russie, je pense pendant longtemps, c'était surtout l'école, Madame Yegorova, les récits. C'est plus que ça, c'est plus que ça. C'est plus que ça. J'ai été élevé par une famille très ouverte à tout, très communicative, et il y avait une bibliothèque à la maison où j'avais toute la littérature russe. Et très jeune, j'ai commencé à lire Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, et c'était Gogol. Et pour moi, c'était, en plus, les opéras de Tchaïkovski, la musique russe, après toutes les merveilles de la conception de nouvelles orchestrations et nouvelles manières d'écrire la musique de Stravinsky, Prokofiev, tout ça. J'ai été bercé toute mon enfance et j'avais un amour fou. Je voulais voir la Russie. Et c'était un peuple interdit. Et il n'y a rien de pire pour un enfant qu'un mur. Mais je veux aller de l'autre côté de ce mur. Et la première fois que je suis parti, Guylaine était invitée pour danser Gisèle à Saint-Pétersbourg. Et j'ai eu très peur, parce que quand j'ai fait ma demande de visa, personne n'a jamais... Nureyev a été très bien, il n'a jamais parlé de moi dans cette histoire de départ. Mais je me disais, certaines personnes... C'était en 72 que je suis venu la première fois en Russie. Et j'avais peur, j'ai dit, on va refuser le visa, tout ça. Et on m'a donné le visa, j'ai dit, c'est pas vrai, je pars. Alors là, je suis parti. Et quand je suis arrivé à Saint-Pétersbourg, c'était pour moi une excitation, une joie, une émotion extraordinaire. Je ne voulais pas dormir. Je me levais la nuit et je marchais. J'avais les plans et tout. Et les policiers m'arrêtaient et me disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Rentrez à l'hôtel? J'ai dit, non, je veux... Mais alors, il me dit, qu'est-ce que vous êtes français? Bon, alors, marchez. Et je marchais. Et vous étiez logé où à l'époque? J'étais à l'hôtel Astoria. Astoria. Vous avez promené à Mariinsky, là-bas? Oh, bien sûr, moi j'étais à Mariinsky. Et les murs parlaient. On m'avait tellement raconté tout ce qui s'était passé que je regardais ça avec une passion et une ferveur extraordinaire. Et ça a été un grand plaisir. Et à l'époque, vous avez rencontré là-bas Sergei et Fedodinsk et aussi... Oui, qui ont fait comme s'ils ne me connaissaient pas. Ils ont demandé de se faire présenter. Ah oui, parce qu'ils ne voulaient pas se souvenir de tout ça. C'était très étrange. Mais après, Guylaine, elle est partie un peu partout dans le pays. Elle a dansé partout, oui, elle a dansé partout. Et moi, je suis resté qu'à Saint-Pétersbourg. Parce que malheureusement, à ce moment-là, ma mère est morte et j'ai dû rentrer d'urgence à Paris. Mais le souvenir que j'ai eu de ces premiers contacts avec la Russie, rentrer au musée de l'Ermitage, aller voir tous les palais, les musées, tout c'était... et l'école de danse, vous avez vu la classe naturellement. Pas Ah oui, alors ça, c'est extraordinaire. Parce que je suis rentré dans la rue Rossi, à l'école Vaganova. Pourquoi école Vaganova? Cette école française et russe existait bien avant elle. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi ça s'appelait Vaganova, alors qu'avait travaillé dans ce studio merveilleux
Marius Petipa, bien sûr, Jules Perrault, Arthur Saint-Léon, et tous les autres chorégraphes qui sont venus d'abord pour initier les Russes à la danse classique. Et là, tout d'un coup, j'ai vu un cours avec des petits garçons. Et j'étais pris d'une émotion parce que j'ai entendu la musique des cours que je prenais à l'opéra avec Rico quand j'avais 10 ans et les mêmes pas. Et c'était quelque chose de... J'ai senti tout d'un coup qu'il y avait l'union, que les traditions étaient restées et que ces pas, je les avais fait moi aussi 20 ans avant quand j'étais petit. Donc la Russie et la France étaient toujours unies, même s'il y avait eu des séparations et tout. Et ça, c'était extraordinaire. C'est touchant, ça. Et après, je me souviens aussi qu'à une répétition, Guylaine dansait Gisèle, et on répétait dans le studio. Et à un moment, il y avait quelque chose qui ne s'est pas passé. Et j'ai dit quelque chose. Et c'était Gouziev qui était là, qui me dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Alors l'interprète a dit, ben, il voudrait montrer quelque chose. Alors je suis montré, j'ai dit, à Bathilde, est-ce qu'on peut faire ça comme ça et comme ça? Et Gouziev, mais comment vous savez ça? C'est exactement ce qu'on faisait avant que Sergueïev change la chorégraphie. Ben, je dis, parce que j'ai travaillé avec Egorova. Vous avez travaillé avec Egorova? Il a commencé à parler. Vous connaissez Chichinska? Oui. Et tout d'un coup, après avoir parlé pendant une demi-heure, il me dit, il faut qu'on demande l'autorisation de parler. Mais je dis, on a déjà parlé. Non, mais plus. Et voilà, et tout était comme ça, c'était extraordinaire. Et quand êtes-vous venu pour la première fois ici, à Bolchoï? Avec l'Opéra de Paris. Avec l'Opéra de Paris, après que j'ai monté la Sylphide, nous avons été invités, la compagnie, à danser au Mariinsky. La Sylphide, ça pour moi, c'était un bonheur extraordinaire. Guylaine a fait la première avec Michael Denard. C'était un gros, énorme succès. Et on est arrivé en Russie, qu'est-ce que j'ai reçu? À Moscou. Et à Moscou, on a dansé la Sylphide aussi. Et là, il y avait Ulanova, il y avait... mais je connaissais déjà pas Ulanova, mais je connaissais Vassiliev, qui était déjà venu avec Maximova, qui était venu à la maison quand ils avaient dansé à l'opéra. Et puis Plesinskaya, il y avait tout le monde. Et après la première de la Sylphide, c'était très drôle, parce qu'il y avait un groupe avec Ulanova, Vassiliev et Maximova. Bersmetnova et Gregorovitch. Et là, de l'autre côté, Plesinskaya toute seule. Alors, Guylaine me dit, chez qui je vais? Mais chez la plus ancienne, vous allez vers Ulanova. Alors, elle est allée première, parce que tout le monde nous faisait signe de venir. Alors, elle est allée embrasser Ulanova. C'est dans les coulisses, ils étaient oui, sur la scène du Bolchoï. Et on a fait le tour. Bon, puis voilà, puis ça s'est passé très agréable. Chaque fois qu'on est revenu, Ulanova a été fantastique, parce qu'elle a voulu voir Guylaine. Quand elle était à Paris, elle est venue à la maison, et c'était drôle, parce qu'elle nous dit à un moment, votre télévision marche? Mais oui, bien sûr. Ah, la mienne, non. Mais pourquoi? Parce que je fais mes exercices en me tenant à la télévision. C'est amusant. Elle était très, très gentille. Et Guylaine a été à Cuba. Elle était à Cuba. Elle a fait travailler encore Guylaine. Et ici, quand elle est venue danser Gisèle après, une autre fois, elle s'est occupée complètement pendant tout son séjour des répétitions. Et non danseur, il était très heureux de travailler avec Guylaine sur les rôles de Marco Spada aussi. Oui, bah, bien sûr. Elle était ravie de travailler. Elle a voulu. Oui, puis quand j'ai monté la Sylphide au Stanislavski, elle est venue aussi aider. Ben, c'est tout un roman d'amour, la Russie. Moi, je voulais demander, moi, je l'ai rencontré il y a longtemps, quand c'était le concours Plisetskaya à Saint-Pétersbourg. On était ensemble au musée de théâtre à Saint-Pétersbourg. Et là, vous m'avez montré les photos, vous avez dit c'est extraordinaire, c'est la fille de Pharaon. Moi, je ne connais rien à l'époque de ce ballet. Et après, au bout de quelques ans, j'ai lu que Bolchoï fait la première de ballet, La fille de Pharaon. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez entendu de La fille de Pharaon aussi de Madame Yegorov la première fois? Oui. Elle m'en a beaucoup parlé, elle aimait beaucoup ce rôle. Et elle me parlait de tout ça. Et chose drôle, c'est que Nouriev, quand il est venu à l'opéra, m'a dit, il y avait deux théâtres à ce moment-là. Il y avait l'opéra et l'opéra comique. Et il m'a dit, ça serait bien si tu montrais Marco Spada, la fille du pharaon. J'ai dit, oui, je connais un peu de choses, mais surtout historiquement parlant, parce que Lubova Gorova a dansé. Il me dit, essaie voir. Et puis, on a parlé pendant longtemps de ce projet, et il m'a dit, ça coûte trop cher, on ne peut pas le faire. Et donc, après, c'est Vassiliev qui m'a téléphoné du Bolchoï pour me demander de venir monter La fille de Pharaon. Et à ce moment-là, alors, vous avez déjà fait une recherche avant, vous savez déjà un petit peu, pas beaucoup. J'ai fait des recherches après. Ah oui, non, mais c'est oui, moi je crois que la Russie et moi et Guylaine, c'est un roman d'amour. Parce qu'il y a quelque chose, on n'a pas été déçus du tout. Bon, il y a naturellement des choses qui sont dans l'organisation qui sont un peu étranges par moment. C'est très Dostoïevski, c'est ce qu'on s'attend de la Russie. On ne s'attend pas à la Russie à avoir tout ordonné, tout net. Il y a un peu de folie dans l'air, mais ça fait partie de tout, de toute la vie, des excès, de la passion, de l'énervement, de tout ça.
Mais il y a au milieu de tout ça quelque chose qui me correspond complètement. C'est-à-dire je me sens chez moi en Russie, complètement. Et dans votre parcours artistique, comment vous considérez vous-même, je ne sais pas, c'est le même niveau pour vous les ballets comme Marco Spada, La fille du pharaon, La Sylphide, ou vous avez quelques ballets que vous aimez plus que les autres, Ondine, ou vous avez fait récemment Les Trois Mousquetaires. Ah oui. Je crois que c'est comme dans une famille, on aime ses enfants, mais il y en a un ou deux qu'on préfère. Bon, il est évident que sentimentalement, La Sylphide représente beaucoup pour moi, mais il y a quelque chose avec La fille du pharaon aussi qui est très spécial, car c'est le premier ballet que j'ai monté au Bolchoï, donc c'était pour moi un souvenir inouï. Après, il y a eu les autres, mais j'ai monté d'autres ballets. En Pologne, j'ai monté La Gitana, qui avait dans cette Agliani. À l'Opéra de Berlin, j'ai monté Le Lac des Fées. Et voilà, tout un peu partout. L'Ombre à Nancy, qui avait dans cette Aglioni aussi. Et j'avais fait aussi une expérience extraordinaire. Un ballet classique de Moscou m'avait demandé de monter Nathalie. Et c'est Maximova qui avait dansé. Et ça avait été une expérience aussi extraordinaire. Parce qu'elle avait un caractère, mais un talent. Mais comment dirais-je, je savais que c'était comme une porte spéciale qui s'était ouverte. Et cette porte s'est jamais refermée. Je reviens toujours, je suis toujours, combien de temps, je ne sais pas, parce que j'ai quand même 82 ans, mais j'ai vécu des heures importantes en Russie, très importantes. Avant aussi, mais avec la Russie, toujours de là et là. Et je sais que votre amour envers le théâtre, c'est une chose très particulière. Je savais que vous ne vous sentez pas très bien, et Guylaine, au temps de l'ouverture du Bolchoï, quand vous participez à cette concert, etc., et Guylaine m'a dit, mais il faut que Pierre revienne, il ne reste pas à l'hôtel, il faut qu'il vienne au théâtre parce que c'est la place où il sent mieux. Oui, oui. C'est dans le théâtre. Mais Guylaine m'a toujours dit que j'étais né dans une panière de costumes et que je mourrais dans une panière de costumes. Mais est-ce que, Pierre, vous avez encore quelques idées créatives? Parce que je ne sais pas si vous êtes envie encore de faire un spectacle particulier, une idée, un ballet. Je vais vous dire une chose. Je viens de voir La Dame aux Camélias, que j'aime beaucoup, et John Nemeyer, qui est un grand ami et qui est un grand chorégraphe, et j'ai vu Svetlana Sakharova. Je l'ai trouvée tellement, tellement sublime que j'ai envie de faire un ballet spécialement pour elle. Et si j'arrive à trouver une histoire qui convient et tout, je le ferai avec grande joie. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci Pierre Lacotte d'être dans les chambres vertes du Bolchoï. J'espère que quand vous allez revenir pour monter le spectacle pour Zakharova, on va encore avoir de la chance et de reparler. Avec joie. Parce que je sais pas si je peux m'oser de le faire, mais je voulais beaucoup vous encourager quand même d'écrire un livre. Nous attendons ce livre. Je sais que vous êtes en train d'écrire un livre sur Talioni. Talioni, une chose. Mais j'ai commencé aussi les souvenirs de l'enfance, de tous les gens merveilleux que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu la chance de passer des heures délicieuses, comme Jean Anouilh, Edith Piaf, tous ces êtres exceptionnels. Balanchine, naturellement, Egorova. Egorova, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de chance. Il fallait le faire. Merci beaucoup. Merci.